Imaginez que vous allumez la télévision ou que vous ouvrez votre téléphone portable et que vous tombez sur le titre suivant. Une nouvelle vague de peste noire émerge aux États-Unis. Au XXIe siècle, avec toute la technologie, les progrès de la médecine et les promesses d'un contrôle total des maladies, comment est-ce possible? Sommes-nous face à un signe de la fin des temps? Cette nouvelle pourrait-elle être directement liée aux anciennes prophéties bibliques sur les plaies et les catastrophes qui précéderaient l'Apocalypse? Peut-être pensez-vous, non, ce doit être du sensationnalisme médiatique. Mais que se passe-t-il si ce n'est pas le cas? Et s'il se passait vraiment quelque chose dans les coulisses que personne ne voulait que la population sache? Le retour de la peste noire est-il un avertissement divin ou simplement un autre cycle de l'histoire qui insiste pour se répéter? Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir maintenant pourrait vous surprendre. Ces derniers jours, un cas confirmé de peste bubonique, populairement connu sous le nom de peste noire, a été enregistré aux États-Unis, ce qui a généré un flot de doutes, de peurs et de théories. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, le simple fait d'entendre le nom de cette maladie fait déjà frissonner. Au XIVe siècle, la peste noire a dévasté l'Europe, anéantissant près de la moitié de la population en un peu plus de 4 ans. C'était une scène de terreur, des détismes, corps dans les rues, des villes entières décimées, des familles entières détruites. Aujourd'hui, des siècles plus tard, entendre à nouveau ce nom, la peste noire, dans les gros titres des journaux, et encore plus de la part de l'une des plus grandes puissances du monde, nous amène à nous demander qu'arrive-t-il à notre planète? De plus, il ne s'agit pas seulement de la maladie elle-même. Pour beaucoup, des événements comme celui-ci ne sont pas seulement des faits isolés, mais des signes, éclairs de quelque chose de plus grand, quelque chose qui a été annoncé depuis des siècles. Guerre, famine, catastrophes naturelles, pandémies, tout cela semble s'intensifier. Sommes-nous de plus en plus proches de ce que la Bible appelle les principes des chagrins? Vous êtes-vous jamais demandé si nous vivons précisément ce moment où les signes de l'Apocalypse commencent à se manifester l'un après l'autre, presque comme des dominos tombant en séquence? Et puis une autre question se pose, sommes-nous prêts pour ce qui pourrait arriver? Peut-être avez-vous déjà ressenti cette angoisse, ce poids sur votre poitrine, lorsque vous voyez tant de tragédies se produire en même temps. Incendies, inondations, conflits, maladies, et maintenant le retour d'un fléau médiéval que la science semblait avoir déjà surmonté. Est-ce une coïncidence, ou cela se passe-t-il sous nos yeux, comme les anciennes écritures l'avertissaient? Le plus intrigant, pour beaucoup de gens, c'est que cette nouvelle sur la peste noire aux États-Unis n'est pas seulement une alerte de santé publique, c'est un signe spirituel. Lorsque nous regardons le livre de l'Apocalypse, nous voyons des descriptions de fléaux et de pestes ravageant la terre, confondant les gens, apportant la peur et forçant l'humanité à chercher des réponses. Il n'est pas étonnant que tant de gens se demandent s'il s'agit d'un autre chapitre de ce grand récit de la fin des temps. Maintenant, pour rendre la situation encore plus troublante, nous devons comprendre le contexte actuel. Nous vivons une période historique marquée par l'instabilité mondiale. La technologie progresse, mais elle s'accompagne d'une augmentation des crises climatiques, des conflits armés, des récentes pandémies telles que la Covid-19 et maintenant des cas d'une maladie qui a presque disparu des civilisations entières dans le passé. Coïncidence? Ou sommes-nous prêts pour quelque chose de plus grand? Et voici un détail important. Les premiers rapports sur cette nouvelle affaire aux États-Unis ont été accompagnés d'enquêtes rapides, d'alertes médiatiques et de recommandations d'experts. Mais comme toujours, l'information semble fragmentée, déroutante et même contradictoire. Certains journaux parlent de risques contrôlés, d'autres en menaces mondiales potentielles. Et au milieu de ce bombardement d'informations, il est impossible de ne pas penser ce qui se dit et qu'est-ce qui est caché. Si, comme beaucoup de gens, vous sentez que
Quelque chose d'important est sur le point de se produire. Sachez que vous n'êtes pas seul. Chaque nouvel événement semble s'inscrire dans une sorte de puzzle prophétique. Et lorsque nous analysons les textes bibliques, nous nous rendons compte que plusieurs des prophéties parlent de peste, de plaies, de maladies incurables, et d'un temps où l'humanité verrait des signes indubitables dans le ciel et sur la terre. Il n'est pas difficile de faire le lien avec tout ce qui se passe aujourd'hui. Mais ces signes sont-ils clairs pour tout le monde? Ou une partie de la population préfère ne pas voir? Combien de fois avez-vous entendu quelqu'un dire que ces choses ont toujours existé et qu'il n'y a rien de nouveau? Peut-être est-il vrai que l'histoire se répète. Mais la fréquence, l'intensité et la simultanéité de ces événements ne montrent-elles pas que nous sommes confrontés à quelque chose d'inédit? Et ce n'est pas tout. La science elle-même avertit que des maladies telles que la peste, buboniques, n'ont jamais été complètement éradiquées. Ils peuvent rester silencieux dans de petits réservoirs naturels tels que les populations de rongeurs et refaire surface de manière inattendue. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi à l'heure de tant de tensions mondiales, alors que tant d'autres crises affectent déjà notre société? Cette question nous conduit à des réflexions plus profondes, qui vont au-delà de la santé publique et entrent directement dans le champ spirituel. Et si cette réémergence n'était pas seulement un défi scientifique, mais aussi un signal d'alarme pour l'humanité, un rappel que malgré toutes les avancées technologiques, nous sommes toujours vulnérables, nous sommes encore fragiles, nous dépendons toujours de quelque chose de beaucoup plus grand que nous-mêmes. Restez avec moi jusqu'à la fin, car nous allons relier les points, analyser les faits, explorer les prophéties et comprendre pourquoi cette nouvelle sur la nouvelle vague de la peste noire aux États-Unis n'est peut-être pas un autre titre alarmant. Ce que vous découvrez maintenant peut changer votre façon de voir les événements qui vous entourent. Et si tout cela n'était que le début? Et vous savez, pendant que nous parlons de tout cela, je n'arrête pas de penser à la façon dont chacun d'entre nous réagit à cette nouvelle. Certains ressentent de la peur, d'autres voient des signes spirituels, et il y a ceux qui préfèrent ne pas y penser. Et c'est exactement pourquoi je veux savoir de vous, qu'est-ce que tout cela éveille dans votre cœur? Croyez-vous que ces événements sont des signes de la fin des temps, comme le soulignent les anciennes prophéties bibliques? Ou pensez-vous qu'il s'agit simplement d'une autre phase difficile que l'humanité surmontera? Laissez votre avis ici dans les commentaires, votre sentiment, votre expérience. Chaque commentaire contribue à enrichir cette conversation et montre que nous ne sommes pas seuls dans cette réflexion. Si ce sujet a du sens pour vous, s'il vous a touché d'une manière ou d'une autre, ou vous a fait penser différemment à ce qui se passe dans le monde, profitez de cette vidéo. C'est un geste simple, mais cela fait toute la différence pour que ce message atteigne plus de personnes qui, comme vous, cherchent des réponses, veulent comprendre les signes et réfléchir à ce que tout cela peut signifier. Votre participation ici est ce qui maintient cet espace en vie. Et si vous sentez que vous voulez continuer à suivre ces analyses, si vous voulez en savoir plus sur l'actualité à la lumière des prophéties et des Écritures, profitez-en et abonnez-vous à la chaîne. Ainsi, nous poursuivons ce voyage ensemble en reliant des faits, des histoires et des signes qui peuvent transformer notre façon de voir le présent et l'avenir. Mais nous ne nous arrêterons pas là. Il y a encore beaucoup plus à comprendre et les prochains détails pourraient vous surprendre. Quand on regarde l'histoire, on se rend compte que la peste noire n'est pas qu'un lointain souvenir des livres d'école. Ce fut l'une des plus grandes catastrophes auxquelles l'humanité ait jamais été confrontée. Au XIVe siècle, entre les années 1347 et 1353, l'Europe est dévastée par une vague de morts qui semble impossible à imaginer. On estime que plus de 50 millions de personnes ont perdu la vie en moins d'une décennie, soit près d'un tiers de la population européenne de l'époque. La maladie, causée par la bactérie Yersinia pestis, s'est propagée de manière effrayante. Il a suffi d'un contact avec des puces infectées qui vivaient dans des squats, et en quelques jours, des villages entiers ont été décimés. Mais ce que peu de gens se rappellent, c'est que la peste n'était pas un phénomène exclusif à l'Europe. Elle a également eu un impact profond sur l'Asie et l'Afrique,
façonnant les frontières, les économies et même les croyances. C'était un moment où le monde connu s'est effondré devant une force invisible. Aujourd'hui, des jeunes un siècle plus tard, cette même bactérie, silencieuse et discrète, est toujours parmi nous. La science le sait depuis longtemps. De petites épidémies de la maladie existent encore, principalement dans des régions isolées des États-Unis, de la Mongolie, de la Chine et de certaines parties de l'Afrique. Et les experts ne l'ont jamais caché. Ce qui change aujourd'hui, et c'est effrayant, c'est le contexte dans lequel ces affaires récentes se produisent. Il ne s'agit pas seulement d'un événement rare, mais d'un scénario mondial où les crises s'accumulent et s'entremêlent. Et quand un nom comme Black Death réapparaît au milieu de tout cela, cela nous fait inévitablement nous demander si nous ne vivons pas simplement un autre cycle naturel, ou s'il y a quelque chose de plus grand qui se passe dans les coulisses. Selon les informations des Centers for Disease Control and Prevention, CDC, des États-Unis, des cas récents ont été confirmés dans des zones rurales, dans des États où la bactérie est considérée comme endémique. Les épidémiologistes expliquent qu'il reste dormant dans les écosystèmes naturels, en particulier chez les rongeurs sauvages, et qu'il peut parfois être transmis à l'homme. Ceci, en soi, ne serait pas nouveau. Mais ce qui attire l'attention, c'est la rapidité avec laquelle les autorités ont réagi, en lançant des avertissements et en menant des enquêtes d'urgence. Lorsque la communication officielle est si immédiate et directe, cela signifie généralement que les risques sont plus grands que ce que les rapports publics admettent souvent. Et c'est ici que nous commençons à percevoir un conflit intéressant entre la narration scientifique et la perception collective. Alors que les agences de santé appellent au calme, beaucoup voient entre les lignes des signes de quelque chose de plus profond. Il ne s'agit pas seulement d'une question de santé, mais d'une possible transformation sociale, psychologique et spirituelle. Quand un nom chargé d'un tel poids historique circule à nouveau, il apporte non seulement la peur de la maladie, mais aussi la peur ancestrale de perdre le contrôle, d'affronter l'inconnu. C'est comme si le simple son de ces mots, la peste noire, activait des mémoires collectives, réveillait des insécurités stockées dans notre propre histoire. Cela a un impact sur l'état d'esprit des gens, façonne leurs décisions et même leurs croyances sur l'avenir. Maintenant, je veux aller encore plus loin dans ce sujet, parce qu'il y a une vérité cachée qui passe souvent inaperçue. Peu de gens savent que la peste noire n'est pas apparue une seule fois. En fait, 3 grandes pandémies ont été documentées au cours de l'histoire. La première, au VIe siècle, connue sous le nom de peste de Justinien, a dévasté l'Empire byzantin et tué environ 25 millions de personnes. La seconde a été la célèbre pandémie du XIVe siècle et la troisième s'est produite à la fin du XIXe siècle, commençant en Chine et se propageant rapidement à travers l'Inde, tuant des millions de personnes. Cette séquence montre qu'au fil des siècles, l'humanité a toujours vécu avec des forces capables de modifier le cours de l'histoire, des forces invisibles, silencieuses, mais dévastatrices. Et voici la partie la plus intrigante. Même avec toute l'évolution scientifique, nous restons vulnérables. Les chercheurs expliquent que Yersinia pestis peut encore être trouvé dans une trentaine de pays aujourd'hui, vivant discrètement parmi les animaux sauvages, attendant des conditions favorables pour se propager. Ils avertissent que même si nous disposons d'antibiotiques capables de traiter la maladie, la résistance bactérienne est une menace réelle et croissante. Une étude publiée dans le Journal of Infectious Diseases a montré que des mutations récentes de la bactérie peuvent augmenter sa capacité à survivre dans des environnements où elle ne pouvait auparavant pas rester active. Cela signifie qu'un événement improbable peut se reproduire. Et face à un monde hyper-connecté, où les frontières physiques ne sont aucun obstacle, une épidémie locale peut se transformer en crise mondiale en quelques semaines. Mais il y a un autre point que nous ne pouvons pas ignorer, l'impact psychologique de nouvelles comme celle-ci. Lorsqu'un objet de ce poids historique refait surface, cela n'affecte pas seulement les personnes infectées, mais nous tous. Cela perturbe l'état d'esprit collectif.
la façon dont nous interprétons les signes qui nous entourent. Pour certains, il ne s'agit que d'un autre problème de santé publique, contrôlable grâce à la technologie et au protocole. Pour d'autres, c'est un avertissement, un appel, presque une invitation à regarder au-delà de la surface. Il est impossible de ne pas penser aux anciennes prophéties, aux rapports de plaies, de guerres et de catastrophes, décrits comme des signes de la fin des temps. Le plus curieux, c'est que, quelle que soit la croyance de chacun, ces événements émeuvent tout le monde. Ils nous obligent à réfléchir sur ce qui se passe sur la planète et sur ce qui peut encore arriver. Lorsque nous relions les pièces, nous nous rendons compte qu'il y a plus de couches dans ce récit que nous ne le pensons. Il y a le côté visible, constitué de données, de rapports et de déclarations officielles. Mais il y a aussi le côté invisible, celui qui touche nos peurs les plus profondes, nos doutes, nos croyances. Et cette combinaison de science, d'histoire et de spiritualité crée un voyage complexe dans lequel nous sommes tous insérés, que cela nous plaise ou non. Comprendre ses forces, remettre en question l'information et chercher des révélations au-delà de ce que l'on nous dit est une étape essentielle pour ne pas être simplement spectateur passif des événements. C'est peut-être exactement le point qui nous dérange le plus. Le sentiment que nous n'avons aucun contrôle. Dans le passé, il suffisait qu'un navire arrive dans un port pour propager la peste sur des continents entiers. Aujourd'hui, nous avons des avions, des transports mondiaux et un flux d'informations qui peut générer la panique en quelques minutes. La différence, c'est que nous avons aussi la science, la technologie et le savoir. Mais est-ce suffisant ? Sommes-nous prêts à faire face aux risques réels et aux impacts psychologiques de la vie, dans un monde où les frontières entre le passé et le présent semblent de plus en plus fragiles ? Cette discussion ne concerne pas seulement une maladie. Il s'agit de la façon dont nous gérons les signaux que le monde nous donne, de la façon dont nous interprétons les événements qui suscitent nos émotions et nos décisions. Il s'agit de transformation, sur la façon dont chaque événement comme celui-ci peut changer notre façon de vivre, notre façon de penser et même notre façon de croire. Parce qu'au fond, chaque nouvelle qui résonne à l'échelle mondiale n'affecte pas seulement les gouvernements ou les systèmes de santé. Cela affecte les gens, cela vous affecte, cela nous affecte tous. Et alors que nous plongeons dans ce récit, une question silencieuse se forme. Ne voyons-nous que les symptômes alors que la véritable cause reste cachée? Sommes-nous prêts à faire face à la vérité lorsqu'elle sera révélée, ou continuerons-nous à ignorer les signes qui s'accumulent devant nous? Il commente « Cela a du sens pour moi. Quand on commence à regarder de plus près ce qui se passe aux États-Unis, on se rend compte que la situation est à la fois plus contrôlée que ne le suggèrent les gros titres alarmistes et plus complexe que les communiqués officiels veulent l'admettre. Selon les dernières données publiées par le CDC, des cas récents de peste bubonique ont été confirmés dans les zones rurales du Nouveau-Mexique et du Colorado, deux régions connues pour abriter des écosystèmes où la bactérie Yersinia pestis circule encore silencieusement parmi les populations de rongeurs. Dans tous les cas identifiés, les patients ont eu un contact direct ou indirect avec des animaux infectés tels que des chiens de chasse, des chats domestiques et des écureuils sauvages. Nous ne sommes pas, jusqu'à présent, confrontés à une large transmission communautaire. Cependant, c'est précisément la manière dont tout a été détecté qui commence à générer des débats plus intenses. Les premiers symptômes signalés furent de fortes fièvres, des frissons, des courbatures intenses et l'apparition des redoutables bubons, ces langues gonflées et douloureuses qui ont donné lieu au nom de peste bubonique. Cela a attiré l'attention des médecins locaux qui ont immédiatement envoyé des échantillons de sang à des laboratoires spécialisés. La confirmation est intervenue quelques jours plus tard et dès lors, une course contre la montre s'est engagée. Des équipes de surveillance épidémiologique ont été mobilisées, des zones à risque ont été cartographiées et des campagnes d'orientation de la population ont été lancées. La carte mise à jour
montrent même de petites zones d'attention à l'intérieur du Nouveau-Mexique et dans les montagnes du Colorado, des endroits où le contact avec des animaux sauvages est plus courant. Ces détails passent inaperçus pour ceux qui ne font que lire les gros titres, mais ils sont fondamentaux pour comprendre la véritable dimension de ce qui se passe. Ce qui est vraiment intriguant, c'est la rapidité avec laquelle les autorités fédérales ont réagi. Ceci, en soi, soulève des questions. Dans d'autres situations similaires, des cas isolés de peste noire ont été traités comme des événements ponctuels et discrets, souvent rapportés uniquement dans des publications scientifiques. Mais cette fois, il y a eu une communication rapide, large et chargée de termes qui attirent l'attention. Pourquoi tant de hâte? Y a-t-il des informations en coulisses qui n'ont pas encore été révélées? Il est impossible de ne pas penser qu'il y a une plus grande préoccupation que celle qui nous est présentée, surtout lorsque nous regardons l'histoire de la maladie et les risques potentiels qui y sont associés. Maintenant, je veux aller encore plus loin dans ce sujet car, en analysant les rapports techniques, nous remarquons des nuances dont presque personne ne parle. La bactérie Yersinia pestis peut rester dormante pendant des années, circulant dans de petites niches écologiques, jusqu'à ce qu'elle trouve des conditions parfaites pour se propager à nouveau. Le changement climatique, la hausse des températures mondiales et les déséquilibres environnementaux peuvent avoir un impact direct sur ce processus. Des chercheurs de l'Université du Nouveau-Mexique ont récemment publié une étude liant l'expansion des zones à risque au changement de comportement des rongeurs, qui se rapprochent de plus en plus des zones habitées par les humains à la recherche de nourriture. Cela crée un pont dangereux entre l'environnement sauvage et les villes, un espace où les épidémies peuvent émerger beaucoup plus facilement. Un autre détail important que peu de gens commentent est l'utilisation croissante des antibiotiques aux États-Unis, en particulier chez les animaux domestiques et d'élevage. Cette pratique apparemment inoffensive pourrait accélérer la résistance bactérienne et réduire l'efficacité des traitements conventionnels. Les experts préviennent que, bien que les cas actuels aient été traités avec succès, il suffit d'une mutation pour qu'un scénario complètement différent prenne forme. Cela ne signifie pas une panique immédiate, mais cela montre comment de petits événements locaux peuvent avoir un impact mondial silencieux. Au fond, c'est la vraie question. Il ne s'agit pas seulement des cas d'aujourd'hui, mais aussi des conditions qui permettent qu'une telle chose se reproduise. Et il y a un autre aspect qui affecte directement notre mentalité collective, la façon dont l'information nous parvient. Les images de cartes avec des zones marquées, les gros titres sur la nouvelle vague de la peste noire, les avertissements des autorités. Tout cela façonne la perception du public et influence les décisions, même si la situation est encore sous contrôle. Ce n'est pas une coïncidence. La communication en santé publique est stratégique et chaque mot choisi a un poids calculé. Cette gestion narrative laisse place à deux interprétations. Soit on se prépare à une image plus large, soit les autorités veulent contrôler la panique avant qu'elle ne se propage. Et, dans les deux cas, la vérité cachée sur la gravité de la situation semble encore être dans des couches qui n'ont pas été entièrement révélées. Pendant ce temps, les réseaux sociaux bouillonnent de théories, de questions et de peurs. Certains voient dans ces événements des signes clairs d'une transformation mondiale qui approche, un point de non-retour pour l'humanité. D'autres tentent de détourner le sujet, comme si l'ignorer pouvait éliminer la menace. Mais quelle que soit la réaction, on ne peut nier l'impact que des nouvelles comme celle-ci provoquent. Elles ne sont pas limitées au lieu où les affaires ont été enregistrées. Ils se répercutent dans le monde entier, influencent les économies, la politique et même les croyances. Cela montre comment un événement apparemment restreint peut devenir un puissant déclencheur de décisions collectives et individuelles. Il est important de noter que, jusqu'à présent, rien n'indique qu'une épidémie n'ait été maîtrisée. Les chiffres restent faibles, les cas ont été rapidement identifiés et traités avec succès. Cependant, les experts du CDC et de l'Organisation mondiale de la santé eux-mêmes disent que la vigilance doit être constante. Ils soulignent que les pandémies récentes, comme la Covid-19, nous ont appris que la sous-estimation des risques peut être coûteuse.
Un petit événement, s'il est ignoré, peut s'intensifier à une vitesse inimaginable. Et dans ce cas, nous avons affaire à une bactérie qui a prouvé, tout au long de l'histoire, qu'elle était capable de changer le destin de civilisations entières. La chose la plus impressionnante, lorsque nous relions tous ces points, c'est de réaliser à quel point l'histoire semble insister pour se répéter. Une maladie qui a décimé des millions de personnes dans le passé réapparaît dans le scénario actuel, mais dans un monde complètement différent. Aujourd'hui, l'information circule à la vitesse de la lumière, et chaque découverte scientifique est partagée en quelques secondes. Cela crée le sentiment que nous sommes toujours confrontés à des révélations constantes, comme s'il y avait un voyage invisible qui se déroule autour de nous, entre ce que nous savons, ce que nous soupçonnons et ce que nous ne pouvons pas encore comprendre. Et c'est peut-être précisément cette dualité qui nous interpelle le plus, entre les faits concrets et ce qui reste encore dans l'ombre. Parce que, même si la science apporte des données, des graphiques et des cartes, il y a toujours de la place pour ce qui ne peut pas être mesuré. Nos incertitudes, nos peurs, nos croyances. C'est dans cet espace que surgissent les questions auxquelles personne ne répond, celles qui nous font réfléchir sur la direction de l'humanité et sur la façon dont chaque événement peut être bien plus qu'il n'y paraît. Il y a un impact silencieux, caché derrière les statistiques, qui va bien au-delà de la biologie ou de la santé publique. C'est un impact qui touche notre façon de vivre, de penser et d'agir. Maintenant, avec tout cela à l'esprit, il est impossible de ne pas réfléchir à ce qui se cache derrière la surface. Chaque décision prise par les autorités, chaque mot choisi dans les communiqués officiels, chaque détail des rapports techniques, tout cela révèle un récit soigneusement construit, mais encore incomplet. Il y a plus de questions que de réponses, et ce sentiment d'être devant quelque chose de plus grand nous pousse à chercher la compréhension. C'est comme si nous ne faisions qu'effleurer la couche extérieure d'une vérité cachée en attendant les prochaines révélations. Écrivez-y, je fais aussi ce voyage. Ce retour de la peste noire est-il vraiment survenu de nulle part? Ou les panneaux devant nous étaient-ils toujours silencieux, attendant d'être remarqués? C'est une question qui nous dérange, car, en y regardant de plus près, on se rend compte que la nature agit rarement de manière aussi inattendue qu'on aime à le croire. Derrière chaque événement qui semble survenir soudainement, il y a presque toujours une séquence de facteurs qui s'accumulent, créant un scénario parfait pour que quelque chose comme cela se produise. Et lorsque nous relions ces pièces, le récit ne concerne plus seulement une maladie isolée et commence à révéler un réseau de décisions, de transformations et d'insouciance qui s'entremêlent de manière presque invisible. Les chercheurs alertent depuis des décennies sur le fait que certaines régions des États-Unis, en particulier à l'ouest, forment des écosystèmes naturels où la bactérie Yersinia pestis n'a jamais complètement disparu. Il continue de circuler parmi les colonies de rongeurs comme les écureuils, les marmottes et même les lapins, vivant dans un équilibre fragile. Si ce cycle reste isolé, loin des grandes villes, il n'y a pratiquement aucun risque pour l'homme. Mais un changement dans la dynamique de ces environnements suffit pour que la barrière silencieuse soit brisée. Et ces changements se sont intensifiés. Les changements climatiques, les périodes de sécheresse plus longues et les vagues de chaleur extrêmes affectent le comportement de ces animaux, les poussant de plus en plus loin dans les zones urbaines et les zones habitées. L'augmentation des incendies de forêt, par exemple, détruit des habitats entiers, forçant les espèces sauvages à chercher un abri et de la nourriture près de nous, créant ainsi des points de contact qui étaient autrefois rares. Maintenant, je veux aller encore plus loin sur ce sujet, car lorsque nous analysons le contexte actuel, nous nous rendons compte que nous ne parlons pas seulement d'un accident écologique isolé, mais d'un processus beaucoup plus large. L'impact environnemental des dernières décennies a radicalement modifié le comportement de nombreuses espèces. L'urbanisation rapide, la réduction des espaces verts et le déséquilibre des écosystèmes créent des opportunités sans précédent pour que les maladies anciennes se manifestent de nouvelles manières.
La peste noire, qui ressemble à un fantôme du passé, n'a jamais cessé d'exister dans la nature. Il a toujours été là, silencieux, attendant le bon moment pour trouver de nouvelles voies de transmission. Et il y a d'autres éléments de cette équation que nous devons prendre en compte. Dans les régions rurales des États-Unis, il y a une augmentation significative des activités humaines dans les zones où la bactérie est endémique. La chasse sportive, les sentiers écologiques, le camping et même l'expansion des condominiums dans les régions à risque ont rapproché les gens des habitats où vivent ces rongeurs infectés. Souvent, cette proximité se produit sans aucune conscience du danger et les contacts indirects, comme par exemple par le biais d'animaux domestiques, créent de nouvelles voies pour que les bactéries atteignent le corps humain. Il y a des cas récents dans lesquels des chiens et des chats ont été diagnostiqués comme porteurs après avoir interagi avec des animaux sauvages, devenant ainsi des ponts invisibles entre les écosystèmes naturels et les maisons des gens. Un autre facteur qui a fait l'objet d'un débat parmi les scientifiques est la relation entre le changement climatique mondial et le risque accru d'épidémies. Une étude de l'université de Stanford souligne que, ces dernières années, l'augmentation des températures moyennes dans certaines régions a favorisé la reproduction des puces, principaux vecteurs de la peste bubonique. Cela signifie qu'un été plus long et plus sec peut créer de plus grandes populations d'insectes capables de transporter la bactérie, ce qui augmente le risque de contamination pour les humains et les animaux domestiques. C'est comme si nous regardions une série de petits engrenages bouger en même temps, préparant le sol pour quelque chose qui semblait peu susceptible de devenir possible. Et lorsque nous regardons le comportement humain, les choses deviennent encore plus claires. La mondialisation, les transports rapides et les flux intenses de personnes entre les régions créent un réseau de connexions sans précédent dans l'histoire. Dans le passé, la peste noire s'est répandue dans l'Europe médiévale par les routes commerciales maritimes. Aujourd'hui, il suffirait qu'un porteur asymptomatique prenne l'avion pour qu'une épidémie localisée devienne une préoccupation internationale en quelques heures. Cela ne signifie pas que nous vivons dans un scénario de panique, mais cela montre comment la structure de notre monde actuel augmente l'impact potentiel d'un tel événement. Mais il y a un détail que peu de gens réalisent. L'idée que c'est sorti de nulle part peut être confortable parce que cela simplifie le récit. Il est plus facile de croire que nous sommes confrontés à quelque chose d'imprévisible que de faire face à la possibilité que nos propres décisions, individuelles et collectives, aient ouvert cette voie depuis longtemps. La déforestation, la pollution, le changement climatique, l'empiètement sur les habitats naturels et l'utilisation aveugle d'antibiotiques sont des choix qui ont des conséquences profondes, même si elles sont invisibles à court terme. Lorsque ces facteurs s'accumulent, ils font place à des forces naturelles qui semblaient contrôlées pour refaire surface avec une force renouvelée. Et si nous regardons de plus près, ce ne sont pas seulement les États-Unis qui sont vulnérables. Dans d'autres parties du monde, comme la Mongolie et le nord de la Chine, des cas de peste bubonique sont encore enregistrés chaque année. La différence est que ces événements acquièrent rarement une importance internationale, précisément parce qu'ils ne menacent pas directement les grands centres urbains ou les marchés mondiaux. Mais à mesure que le monde devient de plus en plus interconnecté et que les frontières écologiques deviennent plus fragiles, ce qui était autrefois considéré comme un problème lointain peut rapidement faire partie de notre vie quotidienne. C'est pourquoi, plus que des chiffres et des rapports, ce qui se passe aujourd'hui représente un changement de mentalité. Nous sommes forcés de nous confronter à l'idée que nous ne contrôlons pas tout, que la nature continue d'agir selon ses propres règles, indépendamment de notre technologie ou de notre sentiment de sécurité. Cette prise de conscience nous amène à nous interroger sur la mesure dans laquelle nous sommes prêts à faire face aux conséquences d'une planète en constante transformation. Il ne s'agit pas seulement de science, mais d'un voyage collectif dans lequel chaque décision, chaque impact environnemental et chaque changement climatique se reflètent directement dans notre réalité. En reliant ces points,
il devient difficile de soutenir le récit selon lequel nous sommes confrontés à un événement complètement inattendu. Il y a partout des signes, certains subtils, d'autres explicites, qui indiquent que la relation entre l'humanité et l'environnement a atteint un point critique. Et quand on y pense, on commence à se rendre compte que le retour de la peste noire n'est pas seulement une question de santé publique. Il s'agit aussi des coulisses d'un monde en profonde transformation. Une transformation qui affecte les écosystèmes, les comportements, les mentalités et, inévitablement, notre avenir. C'est peut-être là le véritable impact de ces événements. Plus que de nous rappeler le passé, ils nous obligent à réfléchir sur le présent et sur ce que nous construisons pour les années à venir. Ce qui semble sortir de nulle part, en fait, peut être le résultat direct d'une séquence de choix et d'omissions qui se sont accumulés au fil du temps. Comprendre cela ne résout pas tous les problèmes, mais cela nous donne une idée claire de ce qui est en jeu et de la façon dont chaque détail, aussi petit soit-il, peut tout changer. Il écrit « Cela a du sens pour moi ». Lorsque nous regardons tout ce qui se passe, il est impossible de ne pas se souvenir des anciennes Écritures. Tout au long de la Bible, il y a de nombreux récits de plaies, de pestes et de signes envoyés à l'humanité comme une forme d'avertissement. Ce ne sont pas seulement des histoires sur un passé lointain, mais des messages qui traversent les siècles et semblent résonner encore plus fort dans des moments comme celui-ci. Le livre de l'Exode, par exemple, raconte les 10 plaies qui se sont abattues sur l'Égypte, chacune apportant chaos, peur et transformation. Ces événements, ce n'étaient pas seulement des punitions, mais des invitations à réfléchir, à repenser les chemins et à reconnaître des vérités plus grandes que la compréhension humaine. Aujourd'hui, lorsque nous voyons d'anciennes maladies refaire surface, des inondations devenir plus intenses, des guerres se propager et la nature réagir de manière inattendue, il est inévitable de faire le lien. Sommes-nous confrontés à des signes semblables à ceux que les Écritures ont déjà prévus? Dans le livre de Matthieu, chapitre 24, nous trouvons l'un des passages les plus cités lorsqu'il est question des signes de la fin des temps. Jésus dit « Il y aura des famines, des pestes et des tremblements de terre en divers lieux. Mais tout cela n'est que le commencement des chagrins. » Cette expression « principe du peuple » a toujours été interprétée comme une période de changement intense, au cours de laquelle l'humanité serait confrontée à des événements capables d'ébranler ses structures les plus profondes. Maintenant, quand nous regardons les cas récents de la peste noire, ajoutés à d'autres crises qui se déroulent dans le monde, ce passage prend un poids différent. Il ne s'agit pas d'affirmer que nous vivons exactement à la fin des temps, mais de reconnaître que les signes qui y sont décrits semblent être de plus en plus présents, presque comme si l'histoire nous invitait à y prêter attention. L'Apocalypse décrit également un scénario rempli de symbolisme et de révélations, parlant d'un cavalier, de trompettes et de jugements qui tomberaient sur la terre. Parmi ces signes, les fléaux sont mentionnés comme des éléments frappants, affectant les peuples, les nations et même les plus puissants. Il est curieux de voir comment ces textes, écrits il y a des milliers d'années, résonnent encore si fortement dans notre imaginaire collectif. Quelle que soit la croyance individuelle, ces mots traversent les cultures parce qu'ils parlent de peur, d'espoir et de transformation. Des sentiments qui restent plus pertinents que jamais. Lorsque des événements comme le retour de la peste noire nous frappent, ils ne perturbent pas seulement notre santé physique. Ils éveillent des mémoires spirituelles, comme s'il y avait quelque chose de plus grand qui nous appelle à réfléchir sur le sens de tout cela. Maintenant, je veux aller encore plus loin dans ce sujet parce que le point n'est pas seulement dans les plaies décrites, mais dans le contexte plus large des prophéties. La Bible parle de moments où l'humanité serait mise au défi de regarder en elle-même, de repenser ses priorités et de réévaluer ses décisions. Et quand on voit la planète traverser autant de crises simultanées, environnementales, sociales, spirituelles, il semble que nous vivions l'un de ces tournants. Les catastrophes ne sont pas seulement des événements isolés, ils s'additionnent et créent un sentiment d'urgence qui va au-delà de la logique et de la science. C'est comme si quelque chose de plus
Grand nous appelait à un réveil collectif. Les Écritures parlent également du rôle des choix humains dans ce processus. Dans plusieurs passages, il y a l'idée que nos actions ont des conséquences, non seulement individuelles, mais collectives. La déforestation galopante, l'exploitation incontrôlée des ressources naturelles, les inégalités sociales et l'insouciance des plus vulnérables créent un scénario de déséquilibre qui, tôt ou tard, se manifeste. La nature réagit, les systèmes s'effondrent, et nous sommes forcés de faire face à des réalités que nous préférerions ignorer. C'est pourquoi ces événements récents, comme les cas de peste bubonique aux États-Unis, sont plus que de simples statistiques médicales. Ils nous rappellent avec force que nous sommes tous interconnectés et que nos décisions façonnent le présent et l'avenir. Un autre point important est la mentalité collective face à ces signes. Beaucoup de gens voient ces événements comme un pur hasard, tandis que d'autres y voient un récit plus profond, presque comme si nous étions à l'intérieur d'une histoire qui a été écrite avant nous. Ce sentiment que l'actualité fait partie de quelque chose de plus grand n'est pas nouveau. Au fil des siècles, les prophètes et les érudits ont interprété les épidémies, les guerres et les catastrophes comme la preuve que l'humanité se dirige vers des moments décisifs. Il ne s'agit pas d'une peur aveugle ou d'une hystérie, mais d'une réflexion sur l'impact que chaque événement a sur notre cheminement spirituel et sur l'orientation de la société. Et, si l'on y réfléchit, cette perspective est aussi une invitation à la transformation. Au lieu de ne regarder ces crises qu'avec peur, nous pouvons les voir comme des opportunités de se réveiller, de changer d'habitude, de se reconnecter à des valeurs plus essentielles. Peut-être que les signes ne sont pas seulement à l'extérieur, dans le monde, mais aussi en nous. L'angoisse que l'on ressent, le sentiment d'incertitude, le désir de réponse. Tout cela montre que quelque chose de profond est en train de se produire. Le voyage que nous vivons en tant qu'humanité est aussi un voyage individuel. Et chacun de nous est appelé à choisir comment nous allons traverser cette période de révélation et de changement. Lorsque nous revisitons les passages bibliques sur les plaies, nous nous rendons compte qu'elles ne viennent jamais seules. Ils sont toujours accompagnés d'un message, d'une invitation à la réflexion et à la réparation. Cette préparation n'est pas seulement matérielle, mais surtout spirituelle. Il s'agit de cultiver un état d'esprit plus conscient, de chercher à comprendre et de renforcer ce qui nous relie à ce qui est plus grand que nous. Il s'agit d'apprendre à voir les signes, non pas comme des menaces isolées, mais comme faisant partie d'un processus plus large. C'est peut-être précisément ce que de nombreux textes anciens ont essayé de nous dire, que les crises externes sont aussi le reflet des crises internes, et que le véritable impact des événements réside dans la manière dont nous choisissons d'y répondre. En rassemblant tout cela, la science, les faits récents, les récits historiques et les prophéties, nous nous rendons compte que les frontières entre la raison et la foi deviennent de plus en plus ténues. Il ne s'agit pas de choisir entre l'une ou l'autre vision, mais de comprendre que les deux peuvent coexister en offrant différentes couches de compréhension. La peste noire réapparaît, les cartes montrent les zones à risque, les rapports techniques expliquent les causes. Mais derrière les chiffres et l'analyse, il y a une vocation plus profonde, une question silencieuse sur ce que nous faisons avec le temps et les opportunités dont nous disposons. Et au fond, c'est peut-être la plus grande révélation. Chaque événement nous oblige à faire face à des vérités que nous préférons repousser. La vie est fragile, les systèmes sont fragiles, et nous n'avons pas autant de contrôle que nous aimerions le croire. Dans ce contexte, la question qui se pose est simple mais puissante. Sommes-nous prêts à relever les défis qui pourraient survenir? Sommes-nous attentifs aux signes, non seulement dans le monde, mais aussi en nous? Ce sont des réflexions que nous ne pouvons plus éviter, car tout autour de nous semble nous pousser vers cette prise de conscience. Il commente « Cela a du sens pour moi. Et bien que tout cela ait plus de sens, j'ai préparé quelque chose qui peut vous aider à approfondir encore plus cette réflexion. Si cela a du sens pour vous, jetez un coup d'œil au matériel que j'ai laissé ci-dessous. Démêlez les mystères de l'Apocalypse. C'est un contenu pratique et direct,
conçu spécialement pour ceux qui veulent relier l'actualité aux prophéties et mieux comprendre les signes que nous avons commentés ici. Il complète tout ce dont nous avons parlé jusqu'à présent et peut vous faire gagner beaucoup de temps dans votre parcours de compréhension. C'est dans le commentaire épinglé, mais je pourrais le retirer de l'antenne dans les prochains jours. Donc, si vous pensez que cela peut vous aider, profitez-en pendant que vous êtes encore disponible. Lorsque nous entendons parler du retour de la peste noire, même dans des cas isolés, il est presque impossible de ne pas ressentir une oppression dans la poitrine. Peu importe que vous soyez sceptique, religieux, studieux ou simplement quelqu'un qui essaie de vivre sa vie, normalement, ce genre de nouvelles touche quelque chose au plus profond de nous. La simple évocation d'un fléau au passé aussi dévastateur réveille des mémoires collectives, des peurs ancestrales, des fragilités que l'on préfère souvent ignorer. Parce qu'au fond, la santé, la sécurité et l'avenir sont des piliers que nous essayons tous de protéger. Et lorsque l'un d'entre eux semble menacé, le sentiment de contrôle se dissout comme du sable qui coule entre nos doigts. Peut-être avez-vous aussi ressenti cette angoisse silencieuse, l'incertitude sur ce qui va arriver, l'inconfort face à des forces qui semblent plus grandes que nous, l'idée que le monde peut changer d'un instant à l'autre. Cela perturbe notre mentalité, notre façon de voir la vie et les décisions que nous prenons chaque jour. Et ce sentiment ne provient pas seulement des statistiques ou des rapports médicaux. Il naît de l'impact émotionnel que ces événements portent, du poids symbolique qu'ils apportent avec eux. Lorsque le passé frappe à la porte du présent, apportant des histoires de souffrance, de chaos et de transformation, quelque chose en nous s'active, comme s'il y avait un appel à se réveiller, à prêter plus d'attention aux signes qui nous entourent. Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet, car ces sentiments ne surgissent pas par hasard. Nous vivons à une époque de dérive, excès d'information, de vitesse, d'attente. En même temps, il semble que nous n'ayons jamais été aussi exposés, aussi vulnérables face à des situations qui échappent complètement à notre contrôle. Inondations, sécheresses, guerres, pandémies, crises économiques, tout cela se passe en même temps, dans un monde hyper connecté où rien ne passe inaperçu. Chaque nouveau titre, chaque nouvelle alarmante s'accumule en nous, créant un sentiment constant de menace. Et cela n'affecte pas seulement le corps, mais aussi l'esprit et l'esprit. Lorsque des événements comme la réémergence de la peste noire entrent dans l'équation, ils fonctionnent comme de puissants déclencheurs émotionnels. L'esprit commence à faire des connexions. Si cette maladie, qui semblait appartenir au passé, est de retour, que peut-il se passer d'autre? Jusqu'où va cette séquence d'événements qui semble incontrôlable? Ces questions, souvent sans réponse, peuvent générer un mélange de peur et de curiosité. En même temps que nous ressentons la fragilité de notre existence, nous cherchons aussi à comprendre ce qu'il y a derrière tout. Cela, la vérité cachée, qui semble souvent cachée parmi les faits. Cette impulsion à la recherche de sens fait partie de notre voyage collectif en tant qu'humanité. Cela nous amène à chercher des réponses, à trouver un sens, et pour beaucoup, à nous connecter à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Et c'est peut-être le point le plus profond de tout cela. Ces événements exposent notre vulnérabilité, mais ils ouvrent également un espace pour la transformation. Lorsque nous ressentons de la peur, lorsque nous sommes confrontés à l'incertitude, nous avons la possibilité de regarder à l'intérieur et de me demander ce qui compte vraiment. Que faisons-nous de notre temps? Quelles sont nos priorités? Où cherchons-nous la sécurité lorsque tout semble instable autour de nous? Ces questions ne sont pas faciles, mais elles nous aident à construire une mentalité plus consciente, plus éveillée, capable de voir au-delà de la surface des événements. Il y a aussi un aspect collectif à cette expérience. Cette angoisse que vous ressentez, ce doute sur l'avenir, n'est pas seulement le vôtre. Des millions de personnes à travers le monde partagent ces mêmes sentiments, même si c'est de différentes manières. Il y a un sentiment silencieux que nous vivons tous quelque chose de plus grand, une période de révélation, un voyage dans lequel chaque détail semble chargé de sens. Ce n'est pas seulement une peur, mais aussi un réveil,
C'est comme si les événements nous appelaient à regarder au-delà de l'évidence, à voir que nos choix individuels et collectifs ont un impact bien plus grand que nous ne l'imaginons. Et quand on y pense, on se rend compte que la recherche de la sécurité va bien au-delà du physique. Il ne s'agit pas seulement d'éviter la maladie ou la catastrophe, il s'agit de trouver un point d'équilibre intérieur au milieu du chaos. Dans un monde où tant de vérités semblent fragmentées, où les informations se contredisent à chaque seconde, le plus grand défi est peut-être d'apprendre à écouter ce qui est en nous, cultiver la clarté, renforcer la foi, développer un état d'esprit capable de faire face à l'inattendu. Parce qu'en fin de compte, ce sont nos décisions face à la peur et à l'incertitude qui définissent ce que nous devenons. C'est pourquoi ces moments sont si mémorables. Ils exposent notre fragilité, mais ils révèlent aussi notre force. Ils nous obligent à faire face à des émotions profondes, à des questions qui n'ont pas de réponse facile, à avoir le sentiment de marcher en territoire inconnu. Et c'est précisément sur ce territoire que les plus grandes transformations ont lieu. Chaque choix, chaque pensée, chaque pas peut nous rapprocher d'une compréhension plus large de nous-mêmes et du monde. Le voyage peut être incertain, mais il comporte aussi des possibilités qui n'existeraient pas si tout était sous contrôle. C'est ce que vous ressentez aussi. Ce mélange d'appréhension et de curiosité, de peur et d'espoir. Ce sentiment qu'il se passe quelque chose derrière les rideaux, une séquence de révélations qui nous invite à voir au-delà de ce que l'œil peut atteindre. Si cette perception a également un sens pour vous, écrivez-y. Je fais aussi ce voyage. Ces derniers jours, les gros titres ont envahi les portails d'information et les réseaux sociaux, créant un curieux contraste entre panique et tranquillité. D'une part, les médias les plus sensationnalistes mettent en avant des phrases telles que « la nouvelle peste », noire pourrait se propager à travers les États-Unis, ou « le fantôme médiéval revient hanter le monde ». Ces mots forts créent un impact immédiat, attisent nos peurs les plus profondes et font paraître l'idée de quelque chose de dévastateur beaucoup plus proche qu'elle ne l'est en réalité. En quelques minutes, ces titres commencent à être partagés des milliers de fois, à gagner des commentaires, des vidéos d'opinion et des discussions animées. C'est comme si la peur avait sa propre vie, et propageant plus vite que la maladie elle-même. Mais en même temps, d'autres voix émergent avec un ton très différent. Les autorités sanitaires, les épidémiologistes et les véhicules scientifiques publient des rapports expliquant que les cas recensés sont rares, que les traitements sont efficaces et que les risques, pour l'instant, restent sous contrôle. Des phrases telles que « il n'y a aucune raison de paniquer » et « la situation est surveillée de près » apparaissent dans les déclarations officielles, essayant d'apporter de la rationalité à un scénario qu'Internet s'obstine à dramatiser. Cette dualité entre titres alarmistes et explications rassurantes crée un environnement déroutant, où la vérité semble fragmentée en plusieurs versions, chacune façonnée par des intentions différentes. Maintenant, je veux aller encore plus loin dans ce sujet, car ce qui est en jeu ici va au-delà des faits sur la maladie. Les réactions humaines à cette nouvelle en disent long sur notre état d'esprit collectif, sur la façon dont nous gérons l'incertitude et sur la façon dont l'information est consommée et partagée. Lorsqu'un titre alarmant apparaît, notre esprit est immédiatement activé par des déclencheurs émotionnels qui nous ramènent dans le passé. C'est comme si des souvenirs ancestraux se réveillaient soudainement, nous rappelant que les pestes et les pandémies étaient autrefois responsables du changement du cours de l'histoire. Cette mémoire collective génère une réaction automatique, la recherche de réponses rapides, de solutions immédiates, quitte à embrasser n'importe quel récit qui semble avoir un sens dans le feu de l'action. Sur les réseaux sociaux, c'est encore plus évident. Certains utilisateurs partagent de vieux graphiques, des photos de livres d'histoire et des comparaisons avec les pandémies passées, en essayant d'avertir que l'histoire se répète. D'autres, en revanche, publient des vidéos démystifiant la panique, montrant des données techniques et affirmant que les cas sont contrôlables.
Entre ces deux extrêmes se trouvent des théories sur la vérité cachée, les manipulations possibles et même les liens avec d'anciennes prophéties. Tout cela se produit en même temps, créant un paysage chaotique d'informations qui se chevauchent, se contredisent et paradoxalement renforcent le sentiment que quelque chose de plus grand se passe dans les coulisses. Le plus intéressant est de se rendre compte comment les médias influencent directement l'impact émotionnel de ces événements. Des mots comme nouvelle vague, menace et crise imminente sont soigneusement choisis pour générer de l'engagement, tandis que les détails techniques, les traitements et les protocoles trop statistiques sont mis en veilleuse. Cela façonne profondément la perception du public, créant un récit qui ne reflète pas nécessairement la gravité réelle de la situation, mais plutôt la nécessité de capter l'attention. C'est presque comme si nous étions face à deux mondes parallèles, celui des faits scientifiques et celui des émotions collectives, tous deux coexistants, mais rarement en harmonie. Et c'est dans cet espace entre la peur et la tranquillité que les décisions les plus importantes sont prises. De nombreuses personnes, poussées par la panique, changent leur comportement, évitent de voyager, changent leurs habitudes, cherchent des stocks de médicaments ou renforcent immédiatement les soins de santé. D'autres, faisant aveuglément confiance aux communiqués officiels, continuent comme si de rien n'était, croyant que tout sera résolu par les autorités. Aucune de ces réactions, prises isolément, ne garantit une sécurité totale. L'équilibre entre l'information, la conscience et la préparation est ce qui nous met en position de comprendre et de gérer les événements d'une manière plus lucide. D'un autre côté, il y a ceux qui perçoivent ces mouvements comme des signes de quelque chose de plus profond, comme si nous étions face à une séquence de révélations qui se déroule peu à peu. Pour ces gens, les contradictions dans les médias et la façon dont l'information est des couches d'informations qui ne sont pas révélées. Ce sentiment qu'on nous cache quelque chose génère un impact encore plus grand, alimentant les discussions sur les coulisses, les décisions politiques et les éventuels intérêts cachés derrière le récit officiel. Et même si nous n'avons pas toutes les réponses, le simple fait que ces questions existent montre déjà que nous vivons un moment sensible où tout semble chargé de sens. Cette confusion informationnelle révèle également une autre transformation silencieuse. Nous sommes de plus en plus conscients que nous ne pouvons pas accepter tout ce que nous voyons sur la première page d'un portail ou sur la chronologie d'un réseau social. Les gens commencent à chercher différentes sources, à confronter les données, à comparer les versions, à essayer de construire leur propre compréhension de ce qui se passe réellement. Ce changement de mentalité collective est puissant, car il nous rend moins passifs face aux récits qui nous sont remis. En même temps, elle exige des responsabilités, car au milieu de cet excès de voix, il est facile de se perdre dans des théories infondées ou de tomber dans des pièges émotionnels. Et pendant que tout cela se passe, une réflexion inévitable surgit. Si les informations sur la peste noire se propagent avec une telle intensité et génèrent tant de réactions différentes, qu'est-ce que cela nous dit sur nous-mêmes? Peut-être que la peur que nous ressentons n'est pas seulement celle de la maladie, mais aussi celle de la perte de contrôle, du sentiment que l'avenir est incertain et que notre vie peut changer brusquement. En même temps, il y a peut-être un désir profond de trouver des réponses, de relier les points, de comprendre ce qui se passe au-delà de ce que l'œil peut voir. Cette quête de sens, de révélation plus large, fait partie de notre voyage en tant qu'humanité. Ce chevauchement de récits, de titres et d'interprétations n'apporte pas seulement de la confusion, c'est aussi l'espace d'un réveil, de la prise de conscience que chaque événement porte plus de couches qu'il n'y paraît. Entre les extrêmes de la panique et de la tranquillité, il existe un territoire complexe, plein de nuances, qui demande plus d'attention et plus de discernement. C'est dans cet espace que nous trouvons les bonnes questions, celles qui n'ont pas de réponse facile, mais qui nous amènent à une compréhension plus profonde de l'impact de tout ce qui se passe. Il commente « Cela a du sens pour moi ». Alors que les gros titres se multiplient et que les médias sociaux bourdonnent de théories et de prédictions, les experts tentent d'apporter un ton plus équilibré à cette conversation.
Des médecins, des infectiologues et des épidémiologistes se sont exprimés pour expliquer clairement la situation, en détaillant ce que l'on sait jusqu'à présent et ce qui inquiète vraiment la communauté scientifique. Selon les Centers for Disease Control and Prevention, CDC, des États-Unis, les cas enregistrés de peste bubonique ont été identifiés tôt et sont traités avec succès. Ils soulignent que le risque de transmission interhumaine est considéré comme faible à l'heure actuelle et que les épidémies actuelles sont limitées à des zones spécifiques, en particulier dans les régions rurales où la bactérie Yersinia pestis circule encore naturellement parmi les rongeurs sauvages. Des experts tels que la spécialiste des maladies infectieuses Sarah Wallace de l'Université du Colorado disent que bien que la situation suscite l'attention, il n'y a aucune raison de paniquer. Elle explique que les cas sont rares, que la plupart surviennent après un contact direct ou indirect avec des animaux sauvages, et cette transmission interhumaine reste extrêmement rare. Pour renforcer, des études récentes montrent que les épidémies modernes de peste noire, lorsqu'elles se produisent, sont généralement contenues rapidement grâce au progrès des antibiotiques et des protocoles de santé publique. Cependant, Sarah tient à rappeler que la vigilance doit être constante. Nous parlons d'une bactérie qui a déjà changé l'histoire de l'humanité, donc tout signe de sa résurgence doit être pris au sérieux, mais sans alarmisme. Maintenant, je veux aller encore plus loin dans ce sujet, car même lorsque les chiffres semblent faibles et contrôlés, il y a des discussions importantes qui se déroulent dans les coulisses de la science. L'un des points qui inquiète le plus les experts est la possibilité d'une résistance bactérienne aux antibiotiques, ce qui a déjà été observé chez certaines souches au fil des ans. Jusqu'à présent, les traitements ont été efficaces, mais l'utilisation indiscriminée de médicaments, tant chez l'homme que chez l'animal, peut accélérer les mutations qui rendent la bactérie plus difficile à contrôler. Cela ne signifie pas que nous sommes confrontés à un scénario de crise imminent, mais cela renforce l'importance de surveiller attentivement chaque détail. Un autre aspect abordé par les épidémiologistes est la relation entre les changements environnementaux et l'augmentation des cas. Michael Carter, médecin chevronné du CDC, explique que le changement climatique, comme les vagues de chaleur extrêmes et les périodes de sécheresse, peut affecter directement le comportement des rongeurs porteurs de la bactérie. À la recherche de nourriture et d'un abri, ces animaux se rapprochent de plus en plus des zones habitées, créant un pont invisible entre les écosystèmes sauvages et les zones urbaines. Ceci, combiné à la présence d'animaux domestiques qui peuvent fonctionner comme des hôtes intermédiaires, augmente les chances de contact humain avec le cycle naturel de la maladie. Malgré ces possibilités, les experts insistent sur un point: le risque actuel est maîtrisé. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, a récemment publié une déclaration réaffirmant qu'il n'y a aucun signe de transmission communautaire et que les cas enregistrés ne représentent pas, à l'heure actuelle, une menace de santé publique à grande échelle. Cela montre que, même si le poids historique de la peste noire suscite la peur, la situation d'aujourd'hui est complètement différente de ce que le monde a connu au XIVe siècle. Mais c'est précisément ici qu'une réflexion intéressante surgit. Si, d'une part, les données techniques indiquent un scénario sous contrôle, d'autre part, la perception du public est façonnée par les souvenirs historiques et l'impact émotionnel que porte le nom de peste noire. Cela crée un décalage entre les coulisses de la science et le récit collectif qui se forme dans la société. James O'Neill, médecin spécialiste des maladies infectieuses à l'Université de Californie à Davis, a commenté dans une récente interview « La peste n'a jamais disparu, elle est simplement devenue rare ». Pour les scientifiques, ce n'est pas une surprise. Mais pour le public, le simple fait d'entendre que la bactérie existe toujours sonne comme un fantôme du passé frappant à la porte du présent. Cette différence de perception explique pourquoi, même face à des données rassurantes, la peur persiste. Et cette distance entre la science et l'émotion révèle également une autre couche importante, la nécessité d'équilibrer l'information et la responsabilité. Les experts soulignent que la panique peut
être aussi dangereuse que la maladie elle-même, car elle génère des décisions impulsives, augmente la désinformation et crée un environnement de tension qui entrave l'action coordonnée des autorités sanitaires. Dans le même temps, sous-estimer les risques serait une erreur tout aussi grave. La clé, comme beaucoup le prétendent, réside dans la conscience collective. Comprendre les faits, reconnaître les possibilités et adopter des comportements qui nous protègent non seulement nous-mêmes, mais aussi la société dans son ensemble. Ce qui est frappant, c'est que cette discussion ne se limite pas à la peste noire. Cela nous ouvre un espace pour réfléchir à la façon dont nous gérons les menaces dans un monde hyper connecté, où la vitesse de l'information peut amplifier les perceptions beaucoup plus rapidement que les événements eux-mêmes. Nous vivons à une époque où chaque nouvelle, chaque alerte, chaque détail technique prend une dimension énorme, ce qui façonne nos décisions quotidiennes, qu'il s'agisse de petites habitudes ou de choix plus profonds concernant l'avenir. C'est un puissant rappel que nous n'avons pas seulement affaire à des chiffres et à des statistiques, mais à un processus de transformation de la façon dont nous voyons la santé, la sécurité et la fragilité même de la vie. Ces points nous amènent à une conclusion importante. Comprendre ce que disent les experts ne signifie pas simplement tout accepter passivement, mais apprendre à intégrer ces informations dans notre propre discernement. La science fournit des données, mais c'est à nous d'interpréter comment ces données s'inscrivent dans le contexte plus large de notre voyage en tant qu'humanité. C'est dans cet espace, entre logique et émotion, entre chiffres et révélations, que l'on trouve les questions qui comptent vraiment. Dans quelle mesure sommes-nous prêts à faire face à l'incertitude? Dans quelle mesure faisons-nous confiance aux institutions qui nous informent? Et comment chaque décision individuelle peut-elle affecter le collectif? Écrivez-y, je fais aussi ce voyage. Quand on regarde tout cela avec calme, on se rend compte qu'il ne s'agit pas seulement de chiffres, de statistiques ou de rapports médicaux. Il y a une dimension plus profonde qui se passe en même temps, quelque chose qui touche directement nos valeurs, notre foi et même notre façon de voir la vie. Chaque nouvelle, chaque alerte, chaque signe nous rappelle notre fragilité et comment les certitudes que nous avons construites peuvent être ébranlées d'un instant à l'autre. Mais au lieu de regarder ce scénario avec une peur pure, nous pouvons aussi le voir comme une invitation. Une invitation à réfléchir, à renforcer notre espérance et à sauver ce qui compte vraiment. Beaucoup de gens trouvent du réconfort dans la foi, dans ces moments-là, parce qu'elle offre un point d'équilibre lorsque tout autour d'eux semble instable. La Bible parle de moments difficiles, mais aussi de préparation, de vigilance et de renouveau. Dans Matthieu 24, par exemple, lorsque les signes de douleur sont décrits, Jésus ne parle pas pour avoir peur, mais pour rester attentif. Cette vigilance ne consiste pas à vivre dans le désespoir, mais à cultiver un état d'esprit éveillé, capable de voir au-delà du chaos et de trouver un sens même au milieu de l'incertitude. Cette perspective change tout, car elle nous fait sortir de la position de victime passive et nous place comme participants actifs dans notre propre cheminement. Je veux maintenant approfondir encore ce sujet, car parler de préparation ne signifie pas seulement stocker des ressources ou éviter les risques externes. Cela signifie aussi renforcer l'intérieur, prendre soin de notre santé émotionnelle, spirituelle et physique. Prendre soin du corps est essentiel, bien sûr. Maintenez des habitudes saines, faites attention aux symptômes, recherchez des informations auprès de sources fiables. Mais prendre soin de l'esprit est tout aussi important, car c'est ce qui nous fait avancer ferme quand tout semble instable. Des moments comme celui-ci sont une invitation à cultiver la sérénité, à trouver de la force dans la prière, à se reconnecter à ce en quoi nous croyons et à ce qui nous soutient. Cette préparation passe aussi par le fait d'être là pour l'autre. Les crises, réelles ou potentielles, nous rappellent que nous sommes interdépendants. Aider ceux qui sont à nos côtés, soutenir les communautés les plus vulnérables, partager des informations correctes et accueillir ceux qui ressentent la peur sont des attitudes qui créent un réel impact.
De petits gestes peuvent transformer les environnements et apaiser les angoisses collectives. Parfois, être un refuge pour quelqu'un autour de nous est tout aussi important que toute mesure de protection pratique. C'est l'occasion de faire preuve d'empathie et de tisser des liens plus forts avec les gens qui nous entourent. Une autre partie de cette réflexion concerne la façon dont nous gérons la surcharge d'informations. Dans un monde où les gros titres changent à chaque minute, discerner l'essentiel de ce qui est bruit devient une compétence précieuse. Rechercher des sources fiables, écouter des experts et filtrer ce qui compte vraiment nous aide à rester calmes et à prendre des décisions plus conscientes. Il ne s'agit pas d'ignorer les signes, mais de les regarder clairement, sans laisser la peur guider nos actions. La préparation, en ce sens, commence dans l'esprit. Plus nous cultivons la sérénité et le discernement, plus nous devenons capables d'affronter tous les défis qui se présentent. Et lorsque nous introduisons la spiritualité dans cette conversation, tout acquiert une nouvelle perspective. La foi nous rappelle que la vie va au-delà de ce que nous pouvons contrôler, que même face à l'incertitude, nous pouvons trouver un sens, de l'espoir et une direction. Il nous invite à regarder à l'intérieur, à réfléchir à qui nous sommes, à ce que nous apprécions et à la façon dont nos décisions façonnent non seulement notre avenir, mais aussi l'avenir de ceux qui nous entourent. C'est une opportunité de transformation personnelle et collective, un appel à la rescousse de principes souvent oubliés dans le rythme accéléré de la vie quotidienne. Ce moment peut aussi être un rappel que la préparation n'est pas synonyme de peur, mais de prise de conscience. Lorsque nous sommes attentifs et fortifiés, l'inattendu perd un peu de son pouvoir sur nous. Être vigilant ne signifie pas vivre dans une tension constante, mais développer une posture de préparation, un état d'esprit qui intègre la science, la foi, la raison et l'intuition. C'est reconnaître qu'il existe des forces plus grandes que nous ne pouvons comprendre, et pourtant faire notre part pour prendre soin de nous-mêmes et des autres. Cette intégration entre le spirituel et le pratique nous donne une base solide pour traverser toute période d'instabilité. Le voyage que nous vivons en tant qu'humanité peut sembler plein d'incertitudes, mais il comporte aussi la possibilité d'une croissance profonde. Chaque défi est l'occasion d'apprendre, de revoir les priorités, de se connecter à quelque chose de plus grand. Et c'est peut-être la plus grande révélation derrière tout cela. Même face aux crises et aux menaces, nous pouvons choisir comment réagir. Nous pouvons laisser la peur nous paralyser ou nous pouvons transformer cette peur en action consciente, nous renforçant ainsi que ceux qui nous entourent. Il écrit « Cela a du sens pour moi. Lorsque nous rassemblons tout ce que nous avons vu jusqu'à présent, le sentiment est que nous sommes confrontés à un scénario complexe, plein de couches entrelacées. D'une part, nous avons des faits concrets. Des cas récents de peste bubonique enregistrés, des autorités sanitaires qui surveillent chaque détail, des experts qui analysent les données et expliquent qu'à ce moment, le risque de transmission entre les personnes est faible. Cela nous apporte un certain soulagement, car nous savons que la science a beaucoup progressé depuis l'époque médiévale et qu'aujourd'hui nous disposons de ressources, de traitements et de protocoles capables de contenir efficacement les épidémies. D'autre part, vous ne pouvez pas ignorer l'impact émotionnel que tout cela génère. Le nom de peste noire porte à lui seul un poids historique immense, et entendre qu'il est réapparu réveille des souvenirs, des peurs et des insécurités qui traversent les générations. En même temps, il se passe quelque chose d'intéressant en nous, une invitation silencieuse à regarder au-delà des chiffres et des gros titres. Car, bien que les experts apportent des informations rassurantes, chaque actualité de ce type nous rappelle notre fragilité et l'incertitude de l'avenir. Cette dualité entre contrôle et vulnérabilité nous permet de réfléchir à nos décisions, à la façon dont nous menons nos vies et à ce que nous apprécions vraiment. C'est comme si les événements extérieurs nous appelaient à un réveil intérieur, à repenser les priorités et à renforcer ce qui nous soutient lorsque tout semble instable. Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet, car il ne s'agit pas seulement d'une conversation sur les maladies ou les crises sanitaires.
il s'agit de transformation. Des moments comme ceux-ci montrent que la science et la foi ne doivent pas être dans des camps opposés. Alors que les rapports techniques, les études et les médicaments nous offrent une sécurité pratique, la foi nous apporte l'équilibre émotionnel, l'espoir et le courage d'affronter l'inattendu. C'est à ce point de rencontre entre la raison et la spiritualité que nous trouvons la force de traverser des périodes difficiles. Avoir accès à l'information est essentiel, mais avoir des objectifs clairs et de la confiance dans le chemin que nous suivons peut être encore plus puissant. Et cela nous amène à réfléchir sur la mentalité avec laquelle nous affrontons les défis. Nous pouvons choisir de vivre dans une anxiété constante, nourrissant nos peurs à chaque titre alarmant, ou nous pouvons cultiver une posture consciente qui intègre la connaissance, le discernement et la sérénité. Ce changement de perspective est ce qui transforme les menaces en opportunités de croissance. La peste noire, comme d'autres événements récents, nous rappelle que tout n'est pas sous notre contrôle, mais elle nous invite à nous concentrer sur ce qui est, nos choix, nos habitudes, notre préparation émotionnelle et spirituelle. Un autre point important est que ce voyage n'est pas individuel. Même si chacun ressent ses propres doutes et insécurités, nous sommes tous connectés. Les crises exposent cette interdépendance d'une manière qui ne peut être ignorée. La façon dont nous prenons soin de notre santé, partageons l'information, soutenons les plus vulnérables et faisons face à l'inconnu affecte directement les gens qui nous entourent. Et c'est dans cette conscience collective que nous trouvons un sens. Lorsque nous nous unissons, nous devenons plus forts. Lorsque nous partageons nos connaissances, nous sommes mieux préparés. Lorsque nous regardons l'autre avec empathie, nous construisons des réseaux qui nous soutiennent, même en période d'incertitude. Ces événements ouvrent également un espace pour voir la vie sous un autre angle. Ils nous rappellent que la stabilité que nous croyons avoir peut être temporaire et que l'avenir, aussi planifié qu'il puisse paraître, est toujours incertain. Il ne s'agit pas d'un message pour générer de la peur, mais pour inspirer un regard plus profond sur qui nous sommes et où nous allons. Plutôt que de simplement réagir aux événements, nous pouvons en tirer des leçons. Nous pouvons décider de changer nos habitudes, de renforcer nos valeurs, de cultiver la foi, de mieux prendre soin de notre santé et surtout de vivre avec plus de présence et de conscience. Il est curieux de se rendre compte comment, même au milieu de tant d'informations, nous avons encore le sentiment qu'il y a une vérité cachée qui se révèle petit à petit. Chaque détail, chaque alerte, chaque mouvement semble faire partie d'un récit plus vaste, d'un voyage qui relie le passé, le présent et le futur. La peste noire était dans le passé un symbole de chaos et de destruction. Aujourd'hui, en réapparaissant dans l'isolement, il devient aussi un symbole de réflexion sur les limites de notre technologie, sur la force de la nature, sur l'impact de nos décisions et sur la nécessité d'équilibrer la connaissance et la sagesse. Tout cela nous montre que vivre dans des moments comme celui-ci nécessite plus que des réponses toutes faites. Elle demande de la vigilance, mais aussi de la sérénité. Il faut de la science, mais aussi de l'espoir. Cela nécessite une préparation pratique, mais aussi un renforcement spirituel. Et surtout, cela exige que nous reconnaissions que nous faisons partie de quelque chose de plus grand, une histoire qui s'écrit à chaque pas que nous faisons. Nous avons des raisons d'être attentifs, mais nous avons aussi des outils, des ressources, et pour beaucoup, une foi qui nous fortifie. Et lorsque nous mettons tout cela ensemble, nous nous rendons compte que même face à l'incertitude, il est possible de trouver un sens, une clarté et une direction. Il commente « Cela a du sens pour moi ». Si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela montre que ce message avait vraiment du sens pour vous. Et il me remplit de gratitude. Si vous vous sentez dans votre cœur, envisagez de cliquer sur le bouton « Merci » ci-dessous. C'est une façon de soutenir ce travail et d'aider à répandre encore plus la parole de Dieu en atteignant les personnes qui pourraient avoir besoin de ce message aujourd'hui. Cela fait une énorme différence pour nous de continuer à produire un contenu comme celui-ci, avec autant de soin et de dévouement. Oh,
Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, profitez-en et abonnez-vous maintenant. Ainsi, vous ne manquez pas le prochain contenu qui peut apporter des révélations et des réflexions encore plus importantes à votre cheminement spirituel. Et rappelez-vous que mon e-book Démêler les mystères de l'Apocalypse est dans le commentaire épinglé. Je l'ai préparé avec soin pour ceux qui veulent approfondir encore plus ce sujet. Laissez ici dans les commentaires la phrase « Je suis avec vous jusqu'à la fin ». De cette façon, je saurai qui a vraiment marché avec moi jusqu'à la fin et qui partage cet objectif. Et bien sûr, si ce contenu vous a touché, laissez votre like. Cela aide beaucoup à garder cette communauté en vie et à transmettre ce message à plus de gens. Et pour ne pas s'arrêter là, il y a une vidéo sur le côté qui complète ce sujet et vous aidera à connecter encore plus de pièces de ce grand puzzle. Cliquez et restez avec moi là-bas. Restez avec Dieu et à plus tard.